Chez McDonald's, nous faisons tout pour rendre chacune de vos visites un peu plus spéciale. Nous développons constamment des nouvelles façons d'améliorer l'exactitude et la rapidité de votre commande au service au volant. Et au menu non plus, les idées ne manquent pas. Voici les nouvelles frites paysannes. De grosses pommes de terre coupées en quartiers, non pelées et spécialement assaisonnées. Un goût qui vous conduit tout droit chez nous. Les nouvelles frites paysannes, offertes seulement pour un temps limité. L'ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau est souffrant. Une famille décimée, une mère et 2 de ses enfants périssent dans un incendie à Grande-Île. Et le cauchemar des automobilistes se produit, hausse de 10 cents le litre d'essence. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Journal. D'abord, il y a eu un coup de tonnerre aujourd'hui dans les salles de rédaction de tous les médias du Canada. Les fils de Pierre Elliott Trudeau ont fait savoir aujourd'hui que leur père est malade. Ils ont fait parvenir un bref communiqué qui n'explique pas la nature de la maladie, mais qui précise que l'ancien premier ministre est souffrant. Ça se lit comme suit. Justin et Sacha Trudeau confirment que leur père, le très honorable Pierre Elliott Trudeau, ne se porte pas bien. Sa famille l'entoure et il reçoit une attention suivie de ses médecins. M. Trudeau et sa famille demandent que leur intimité soit respectée. Ils ne feront aucun autre commentaire pour le moment. Pascal Bouchard est devant la résidence de M. Trudeau. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Denis. Alors, il y a du nouveau au moment où on se parle? Pas de nouveau depuis 18 heures ce soir environ. Tout ce qu'on a eu de nouveau ce soir, c'est un communiqué en provenance de New York parce que le premier ministre Jean Chrétien là-bas à l'occasion du sommet du millénaire. Il y a des hauts fonctionnaires qui ont fait parvenir un communiqué disant que l'état de santé de l'ex-premier ministre Pierre Elliott Trudeau ne serait pas si grave qu'on le croit à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, il y a eu un va-et-vient continuel au cours de l'après-midi, au moins jusqu'à 18 heures. L'un des fils de l'ex-premier ministre, Sacha, s'est présenté cet après-midi à la résidence. Il en est ressorti en voiture un peu plus tard et est revenu avec sa mère, Margaret Sinclair, l'ex-épouse de Pierre Elliott Trudeau. Et pendant ce temps, durant la soirée, il y a des voisins qui sont venus ici, devant la résidence, déposer des gerbes de fleurs. Sinon, il n'y a pas eu de mouvement ici devant la résidence. Et on l'a vu sur les images tantôt, parce qu'il y a beaucoup de médias, un peu malgré le souhait de la famille. Oui, vous l'avez lu un peu plus tôt, Denis. La famille avait souhaité que leur intimité soit respectée, sauf qu'il y a eu des rumeurs de point de presse aux alentours de 19 h ce soir. Il y a eu des rumeurs que les fils de l'ex-premier ministre s'adressent aux médias. Alors, les médias sont encore présents ici à Cersei, devant la résidence, et c'est tout le nouveau qu'on a pour l'instant. Ça démontre l'importance de cet homme d'État qui fut premier ministre du Canada. Merci beaucoup, Pascal. Bonsoir, Denis. Au revoir. Les proches de la famille n'ont pas voulu faire de commentaires, mais un de ses amis, son ancien ministre, aussi Marc Lalonde, a bien voulu parler à Benoît Tranche-Montagne et lui a confié que M. Trudeau avait eu de la difficulté à se remettre du décès de son fils Michel, qui a été emporté, on le sait, par une avalanche il y a 2 ans. Sans entrer dans les détails, on sait que M. Trudeau s'était quand même peut-être mal remis de la mort de Michel. Est-ce que ça remonte à cette époque? Écoutez, je ne suis pas médecin, mais c'est clair que le décès de Michel a été un choc terrible pour lui. C'est un homme éminemment courageux et qui a toujours été très réservé, alors qu'il ne portait pas ses émotions sur son épaule, comme ça. Mais c'est clair que ça l'a affecté considérablement. Et ensuite, il a fait une pneumonie l'automne dernier, en décembre, subséquemment à ce décès. Et il est devenu plus frêle, subséquemment à ces événements-là, oui. Nous avons avec nous l'ancien ministre de M. Trudeau et également sénateur, le sénateur Serge Joyal. Bonsoir, M. Joyal. Bonsoir, vous l'avez vu Joyal. récemment, M. Trudeau? Oui, je l'avais vu au début des vacances parce que nous étions convenus qu'on se reverrait à mon retour et au retour de ses vacances à lui pour faire le point sur nos travaux respectifs et surtout ceux que je poursuis sur le Sénat du Canada. Et il avait l'air en forme à ce moment-là parce qu'on dit qu'il n'est pas revenu au bureau depuis ce temps-là. Oui, évidemment, tous ceux qui le côtoyons intimement, on avait constaté depuis l'hiver dernier qu'il avait beaucoup de difficultés à se remettre de la pneumonie. Et M. Trudeau, il faut bien le reconnaître, est un homme âgé, il a 80 ans, malgré le fait qu'on le voit toujours, comme on l'a vu tantôt sur votre écran, vif, dynamique, toujours bagarreur. M. Trudeau est un homme qui a 80 ans et une pneumonie à 80 ans, on ne s'en remet pas comme à votre âge à 30 ans. 2-3 mois plus tard, il n'y a plus rien qui paraît. On avait l'impression qu'il avait beaucoup de difficultés à reprendre le dessus, comme on dit communément, et que son énergie n'était plus aussi rapide.
Est-ce que ça a à voir avec le moral? Parce que votre ancien collègue, M. Lalonde, dit c'est vrai que le décès de son fils... C'est les deux. M. Trudeau est un homme qui est combatif de tempérament. C'est un homme qui aime la bataille. C'est ça qui le fait vivre. Et il n'y a pas de doute que le décès de son fils, le décès de son ami très intime, Gérard Pelletier, comme vous savez, qui est un vieux compagnon depuis l'époque de son adolescence, sa maladie personnelle, les difficultés de sa famille, l'isolement aussi. M. Trudeau, ses deux fils, Justin enseigne à Vancouver, Sacha est en mission de film à travers le monde. Il m'a raconté le printemps dernier qu'il trouvait la solitude un peu pesante. Vivre seul dans une grande maison, être âgé. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, une personne qui doit combattre pour reprendre le dessus peut, à un moment donné, avoir plus de difficultés que d'autres. Il y avait des rumeurs voulant qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. Est-ce que c'est vrai à votre connaissance? Oui, mais enfin, M. Trudeau, comme j'ai dit tantôt, est un homme qui a 80 ans, mais il n'avait pas disons, les signes extérieurs de la maladie de Parkinson qu'on peut connaître chez certaines personnes qui on sait qu'il est exprimé par un tremblement des muscles complets. Bon, M. Trudeau est un homme âgé, mais qui se déplaçait lentement, mais dont tout l'esprit était encore très présent, je peux vous l'assurer. Vous êtes assez proche, donc, de M. Trudeau. Avez-vous des nouvelles vous-même? Est-ce que on est au dernier stade de la maladie? Ou... Bien, sa situation ne s'améliore pas. Et comme je vous souligne, il n'a plus l'énergie de combattre avec autant de chance. Donc les nouvelles qu'on vous a données ne sont pas très bonnes? Ben, disons qu'on n'a pas des nouvelles que ça s'est détérioré, mais on n'a pas non plus de nouvelles qu'à ce moment-ci, on a des signes que ça va s'améliorer très bientôt. Merci beaucoup, M. Joyal. Bienvenue. Au revoir. Au revoir. Par ailleurs, une famille a été décimée à Grande-Île, près de Valleyfield. Une mère et deux de ses enfants ont péri dans l'incendie de leur résidence. Les trois victimes dormaient à l'étage où le feu a commencé. Trois autres enfants de la même famille dormaient au rez-de-chaussée. Ça leur a sauvé la vie. L'incendie s'est déclaré peu avant minuit, au 550 rue Grande-Île, près de Valleyfield. Rapidement, les flammes se sont propagées au deuxième étage. Alerté par le feu, un voisin s'est précipité à l'intérieur de la maison. Il a réussi in extremis à sauver un des 5 enfants, une fillette aveugle de 5 ans. Il est sorti de voir en jaquette, il est rentré là en jaquette. Les petits, il dit à ma femme, les petits. Ils vont brûler là-dedans. C'est sûr. Quand j'ai vu la petite fille sortir par là, avec les pompiers, là. C'est pas beau à voir. Elle était brûlée, là. Un autre voisin, lui, a réussi à rescaper 2 autres enfants, dont un bébé de 17 mois. Mais il n'a jamais eu le temps de se rendre au deuxième étage, où dormait la mère et le reste de la famille. C'est ma fille qui m'a téléphoné, m'a dit, maman, le feu est pris chez Linda. J'ai dit, ben voyons donc, oui. Elle dit, ils disent qu'il y a des enfants de mort là-dedans. Moi, je suis à terre parce que j'étais bien proche d'elle, puis notre petite fille, Joanie, était toujours avec Jenny. Elle venait coucher chez nous, même elle, Joanie venait coucher ici. Les victimes sont Linda Winter, une mère de famille de 41 ans. Sa fille Jenny, 11 ans, et son fils Jean, 9 ans. Ils habitaient la maison louée depuis moins d'1 an. Des amis de la famille ont fondu en larmes en apprenant la nouvelle. Je sais pas combien de fois qu'on a pu lui dire qu'elle dise à son propriétaire de faire réparer ça parce que l'électricité était fuckée tête là-dedans. Puis son propriétaire dit, ah ben non, il n'y a pas de danger. Puis on lui dit, un jour tu vas passer au feu. Puis regarde, c'est arrivé. Il semble bien que ce n'était pas la première fois que des membres de la famille se plaignaient de troubles électriques. Il y avait un détecteur de fumée dans la maison, mais le propriétaire ne sait pas s'il fonctionnait. Il y a des gens qui disent que c'était mal entretenu le sol, il y avait des problèmes avec les fils électriques. Non, dans ma connaissance, non. Est-ce qu'il y avait des détecteurs de fumée? Moi, j'en avais un quand j'étais là, mais là, ça fait un an que j'étais pas là, je sais pas là. Catherine Brisebois, TQS, à Grande-Île. Et puis, on craignait le pire hier. C'est arrivé aujourd'hui. On a eu une explosion des prix de l'essence dans la région de Montréal. Il y a eu des augmentations allant à certains endroits jusqu'à 10 cents le litre. C'est l'augmentation récente du prix du brut qui sera à l'origine de cette nouvelle flambée. Une flambée qui ne fait pas l'affaire des consommateurs. Martin Robert a pu le constater aujourd'hui. Un douloureux 7 nous quitte pour faire place à un traumatisant 8. On avait préparé les consommateurs à une hausse, mais on ne croyait pas qu'elle serait de 10 cents d'un seul coup. C'est pourtant bien vrai depuis le début de l'après-midi dans la région de Montréal. L'essence ordinaire se vend jusqu'à 85,9 cents le litre. Ils sont malades, mon cher monsieur. C'est terrible. C'est fou, ça, hein? Tous les jours, c'est le changer comme ça. Il n'y a pas de contrôle, rien.
Bien, je pense que c'est cher pas mal, là. Et ça va s'arrêter, là? Va-tu continuer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, si je peux vous donner un conseil de l'autre côté, là-bas, un peu plus loin, c'est encore moins cher. Ultramar? 75,9. Ouais. Il n'y en a pas un autre encore moins cher? Il s'est écoulé un bon 2 heures avant que toutes les pétrolières ajustent leur prix. Et dans l'intervalle, certains détaillants se sont mis des consommateurs à dos. Si le Petro-Canada vient de perdre un client. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais aller l'autre bord, ben, je vais aller sur celui sur Iberville puis Rosemont. Il est sur le Petro-Canada puis il est à 75,9. Pourquoi lui sous différent? Pourquoi lui il est là-bas puis ici qui est à 85? Je comprends pas. Je chauffe 10 cents du litre. J'ai mis 55 litres, fait que je chauffe 10 cents. Combien? 5 piastres posé. 5 piastres. On va s'acheter un 6,49 avec ça. Question de vous faire rager un peu plus. Analysons l'augmentation des prix à la pompe depuis près de 2 ans. En janvier 99, pour faire le plein d'une voiture intermédiaire à un prix de 52,4 cents le litre, vous deviez débourser près de 21 $. Ce matin, le même plein vous coûtait 30 $. Allez-y maintenant et vous paierez 34,36 $. L'avenir épargnera-t-il vos poches? Peut-être, puisque dimanche, les pays de l'OPEP devraient s'entendre sur une hausse de la production de pétrole. Martin Robert, TQS, Montréal. La toile du stade olympique fait encore jaser. Cette fois, elle n'est pas déchirée, mais les assureurs de la compagnie Mazda du Canada intentent une poursuite de 185 000 $ contre Bird Air, la société qui a installé la toile qui s'est déchirée en janvier 1999. Mazda reproche à Bird Air de ne pas avoir calculé le poids et la pression de la neige, ce qui aurait mené à l'incident en question. Et puis le service de prévention des incendies de Laval voit rouge aujourd'hui. Il a institué une enquête interne pour retracer celui ou ceux qui auraient aspergé 2 camions de gouache la nuit dernière à l'intérieur de la caserne de la Place du Souvenir. Pour l'instant, les policiers de Laval ne parlent pas de vandalisme puisque la substance peut facilement s'enlever avec de l'eau. À la météo maintenant, Yannick, il fait un peu plus doux ce soir, je pense. Oui, ben oui. D'ailleurs, au cours de la nuit, on prévoit un minimum autour de 15 degrés. Et puis, pour ce qui est de demain, en principe, c'est plutôt variable. C'est pas impossible qu'on ait une averse, soit en tout début de journée ou en fin de journée. Et puis, c'est du soleil pour tout le week-end. Au retour, hausse des prix de l'essence. Les Français en ont marre. Ultramar. Ce samedi, partez en vacances avec les Griswold à Las Vegas. À Las Vegas, il n'y a rien à faire? Chevy Chase, Beverly D'Angelo et Randy Quaid vous en feront voir de toutes les couleurs. Dans cette aventure loufoque aux situations les plus cocasses, vous vivrez le rêve américain façon Chevy Chase en leur compagnie. Et même si certains seront plus chanceux, vous ne manquerez certainement pas d'avoir beaucoup de plaisir en regardant Vacances à Vegas, samedi 18h30 à TQS. Du sport et encore du sport. En résultat, victoire des Canadiens et des Expos. En entrevue, il sera avec nous en studio pour en parler. Et en commentaire, Paul Rivard et son équipe donnent leur 110% du lundi au vendredi 22h30 à TQS. Ce vendredi, on va à New York rencontrer Renée Zellweger et Morgan Freeman du film Garde Betty. Toujours dans le Big Apple, les confidences d'un Québécois à l'émission Who Wants to be a Millionaire. Et enfin, un tour d'hélicoptère avec l'humoriste Marie-Lise Pilote. Flash, ça décolle. À 18h30. Et qu'est-ce qui est inclus avec la maison? Les stores, les tapis et la voiture dans le garage. Ben, on n'en a pas besoin. Ah, mais je suis désolée, mais la voiture vient avec la maison. Ben, on la veut pas. Ben, elle vient avec. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour profiter de la très attendue liquidation de Toyota. Surtout avec un taux de 0,9 % sur les modèles 2000 en stock. Alors profitez de la liquidation de l'année chez votre concessionnaire Toyota. Dans la vie, nos valeurs évoluent. Nos priorités changent. Clément l'a compris. Les enfants sont une richesse qui ne cesse d'évoluer. C'est pourquoi vous trouverez tout chez Clément pour toutes les étapes de leur vie. Clément, 21 succursales au Québec et au centre Les Tourelles, rue King. Max, t'as quelque chose ici? C'est du rouge à lèvres. Ah, c'est une blonde? Ben oui, c'est Julie Monette. Vos enfants sont toujours d'accord quand vous leur servez Hamburger Helper. Puis elle est plus vieille que lui. C'est même pas vrai! Je sais, ta 6e année, puis elle a déjà redoublé. Ah, c'est qui ça? Ben, c'est Julie Monette, cette affaire. Donc, leur doubler combien de fois? Hamburger Helper. En plus d'un bon repas maison, vous partagez de bons moments.
Personne ne connaît son identité. Il travaille dans l'ombre. Il pourrait être votre pire cauchemar. Qui es-tu? Qui c'est ce gars-là? Qui es-tu, toi? Hey! Comment tu t'appelles? Il a pour mission de la protéger. Vous êtes en vie. Et je vais m'arranger pour que vous le restiez. Il n'a pas l'intention de l'abandonner. Ayez confiance en moi. Arnold Schwarzenegger, Vanessa Williams, préparez-vous pour une bonne dose d'adrénaline avec l'effaceur, samedi 20h30 à TQS. Vous avez une primeur qui pourrait faire la manchette. Faites le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonnez Rogers AT&T. Faites étoile 1999. Si au Québec, on en a assez des augmentations du prix de l'essence, en France aussi, et là-bas, dans ces cas-là, on dit on en a ras-le-pompon. Et quand les Français en ont ras-le-pompon, ils ne craignent pas de le manifester. Depuis quelques jours, il y a des camionneurs qui bloquent l'accès aux raffineries et aux entrepôts d'essence. Et le pays est sur le bord de la crise. Les routiers français ont souvent manifesté au cours des dernières années leur insatisfaction face à la flambée des prix de l'essence. Mais l'ampleur du blocus entrepris au début de la semaine a atteint aujourd'hui un niveau jamais vu. Je pense que plus des 3/4 des dépôts et raffineries sont actuellement inopérantes, c'est-à-dire paralysées. Dans certaines régions, les autorités ont même décidé de réquisitionner de nombreuses stations d'essence pour pouvoir alimenter certaines professions médicales et les services publics. À Paris, le grand marché de Rungis, qui est en quelque sorte le garde-manger de la région, pourrait manquer de certains produits dans quelques jours. Un vieux réflexe a refait son apparition chez les Parisiens. Actuellement, il semble que les ménagères soient en train de stocker des pâtes. C'est un réflexe français. À chaque fois qu'il y a une crise, on stocke des pâtes ou de riz. Certains routiers ont signé avec le gouvernement un accord prévoyant une réduction du prix de l'essence. Mais la majorité de leurs confrères continuent de penser que la baisse de 35 centimes le litre n'est pas suffisante. Et ils sont rejoints maintenant dans leur bataille par les travailleurs de plusieurs autres corps de métier, comme les chauffeurs de taxi qui ont convergé ce matin par milliers vers Paris. Les automobilistes, cependant, demeurent discrets dans ce mouvement. Parce que l'automobiliste est une personne individuelle qui n'a aucune représentation sociale, c'est-à-dire qu'il n'a aucun parti politique qui défende ses intérêts. Et c'est précisément la raison pour laquelle les dirigeants, nos gouvernants, ont régulièrement augmenté les taxes sur l'essence. En France, la taxe sur l'essence représente 70% du prix. Elle est la troisième source de rentrée fiscale pour le gouvernement. Pas étonnant que le gouvernement ait dit plusieurs fois aujourd'hui qu'il ne concéderait pas un centime de plus. Mais des observateurs affirment qu'il n'aura pas le choix de négocier s'il veut éviter les graves tensions sociales qu'on appréhende maintenant en France. Hélène Fouquet, TQS, Montréal. C'est aujourd'hui les funérailles de la petite Valérie Daniel qui a été tuée par un homme ivre. C'est arrivé dimanche dernier à Saint-Rémy-d'Amherst, dans les Laurentides. La fillette de 12 ans roulait en VTT avec son père quand ils ont été happés par le chauffeur. Son grand-père n'accepte pas ce qui s'est passé et aujourd'hui il demande que les juges soient plus sévères envers ceux qui conduisent avec les facultés affaiblies. S'il vous plaît, mettez-les pas en liberté. Gardez-le jusqu'à son procès, puis après ça, le juge décidera s'il le garde ou s'il le garde pas. Il faut raison de plus, selon lui, dans le cas d'un récidiviste, que ces automobilistes soient traités et n'aient aucune possibilité de reprendre le volant. Sans dire, je veux me venger parce qu'il a tué ma petite fille ou mon enfant, mais dire, écoutez, tu nuis à la société, ben on va t'enlever dans la société. Samedi soir, vers 20h, sur le chemin 364, l'homme au volant de cette camionnette n'a même pas voulu prêter assistance à l'homme qu'il venait de faucher, qui gisait près de sa fille décédée et qui l'implorait de l'aider. Parce qu'un type qui boit comme ça et qui fait fi de la vie des gens en disant « va chier », autrement dit « je ne t'aide pas, crève dans ton coin », ça n'a pas de sens. Pierre Dion, 41 ans, de Mirabel, a plaidé non coupable mardi au palais de justice de Saint-Jérôme aux 6 accusations qui pèsent contre lui et va se représenter en cour demain pour tenter d'être libéré sous caution. Pour Gabriel Daniel, les juges ont tendance trop facilement à libérer de tels individus. Et je me rends compte que vraiment le système, c'est quasiment comme un panier percé. Les gens entrent en prison, ils ressortent, puis ils continuent, puis là, ben, ça s'en va le procès au calendrier grec, comme on dit. Les gens oublient, puis là, ben, oups, ça finit là. Ils s'en sortent avec pratiquement rien. Puis ils recommencent. Au nom de sa petite fille décédée, au nom de son fils qui lutte toujours pour sa vie, Gabriel Daniel est prêt à faire signer des pétitions, à s'adresser au gouvernement s'il le faut, pour éviter que de telles histoires ne se reproduisent. Un type qui va tuer avec une arme à feu, qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme pour 10, 15, 20, 25 ans ou à vie. Il a tué. Lui, son arme, c'était la boisson. Pascal Bouchard, TQS, Montréal.
Depuis qu'elle a déposé son projet de réforme municipale, la ministre Louise Arel a pas mal moins d'amis chez les maires et les échevins. Elle n'a rien fait pour arranger les choses aujourd'hui avec les élus de Saint-Hubert. Louise Arel a tout simplement décidé d'annuler les élections qui devaient avoir lieu en novembre en raison des discussions qui se poursuivent sur les fusions. Une décision qui a été très mal accueillie à Saint-Hubert. Les affiches étaient prêtes, les équipes formées, mais la bataille n'aura pas lieu. À l'instar des villes de Charlesbourg et Beauport, la ministre des Affaires municipales, Louise Arel, a annoncé hier le report des élections municipales à Saint-Hubert. Une annonce des plus inattendues pour le maire de la ville, qui aurait bien aimé briguer les suffrages pour un deuxième mandat consécutif. Choqué, désappointé. On trouve ça aberrant de voir qu'on nous fait une annonce de ce genre-là à 2 jours de l'annonce officielle ou de l'ouverture officielle des élections. Même déception du côté de son principal adversaire, qui reproche toutefois au maire Latendresse de ne pas avoir fait son travail. On n'a pas entendu parler, il a laissé le train passer, c'est Brossard qui a pris la pôle. Un coup qui s'est annoncé, il nous dit « Ah, mais c'est décevant, c'est pas démocratique, c'est sûr. » Mais pourquoi il n'a pas parlé avant? Du côté des citoyens, les Hubertiens qui s'apprêtaient à aller aux urnes le 5 novembre prochain ne semblent pas trop déçus de ce report. Ce qui les préoccupe, c'est plutôt le projet de fusion forcée de la ministre et de son impact sur leur compte de taxes. Moi, je dis que c'est mieux qu'on reste tel qu'on est que de s'embarquer dans des grosses affaires qui coûtent trop cher. Saint-Hubert à la flèche, ça a fait des problèmes. Puis là, si on va plus grand, je trouve que c'est plus de trop. Si c'est pour réduire les taxes, allez-y. Parce que c'est ça qui coûte le plus cher à Saint-Hubert, ça. Les taxes, nos fameuses taxes. Des chiffres, peu de chance que les citoyens en aient. Plusieurs scénarios sont actuellement sur la table. Les maires de la Rive-Sud doivent remettre leurs recommandations d'ici la fin du mois. Malheureusement, aucune d'entre elles ne permettra aux contribuables de savoir s'ils en ressortiront gagnants. Sophie Vallerand, TQS, Saint-Hubert. Au deuxième jour du sommet du millénaire, ça a lieu à New York, on le sait, c'est l'Afrique qui a surtout retenu l'attention, un continent étouffé par des dettes et des problèmes de santé. Les participants se sont engagés à lutter contre la misère et à redonner espoir à ses habitants. Par ailleurs, on parle aussi beaucoup du Proche-Orient au sommet, mais ça n'a pas encore donné beaucoup de résultats concrets. D'autre part, le premier ministre Jean Chrétien lui a pris la parole aujourd'hui au sommet. Il a plaidé en faveur d'une amélioration de l'efficacité du Conseil de sécurité de l'ONU. Jean Chrétien a défendu la nécessité pour cet organisme d'avoir le pouvoir d'intervenir pour assurer la sécurité des personnes sans avoir à respecter la souveraineté des pays qui mettent en péril leur propre population. Fidel Castro assiste aussi à ce sommet-là. Il n'a cependant pas été invité à la réception que donne Bill Clinton pour les dirigeants. Ça ne l'a pas empêché d'échanger quelques mots avec le président. C'est Castro lui-même qui a approché Bill Clinton hier à la fin d'un déjeuner. Malgré un léger réchauffement des relations, les États-Unis n'ont toujours pas de relations diplomatiques avec Cuba. Et en Espagne, au moins 4 personnes sont mortes aujourd'hui quand 2 trains sont entrés en collision. C'est arrivé dans le nord du pays, près de Bilbao. Un des 2 convois a par la suite déraillé avant de plonger dans une rivière. On ignore pour l'instant ce qui a pu causer cet accident. Ce segment vous est présenté par les petites annonces du Journal de Montréal. Ça vend vite. 888-8888. Au sport, Paul, les Canadiens ont fait signer un autre joueur, mais c'est pas Théodore. Non, Théodore, ça semble être toujours l'impasse. Toutefois, c'est au tour de Denis Zubrus à avoir accepté l'offre des Canadiens de Montréal. Le Lituanien a conclu mercredi soir une entente de 2 ans. Il lui rapportera $1 million américains au cours de chacune des 2 prochaines saisons, une augmentation de 340 000 américains par rapport à la saison passée. 14 buts, 28 passes, Zubrus, rappelons-le, formait un trio excitant avec Zoltok et Petrov. Par ailleurs, c'est aujourd'hui qu'était présentée la pesée officielle en vue de la soirée de boxe de demain au centre Molson. Les Arturo Gatti, Stéphane Ouellet et Davy Hilton étaient les points de mire. Les organisateurs avaient ce matin l'assurance d'une foule de 18 000 personnes pour demain. Et le nombre peut encore grossir d'ici là. Serena Williams, battue en quart de finale des internationaux des États-Unis hier, a déclaré forfait pour le double en raison d'une inflammation du gros orteil. Encore ce gros orteil? Je voulais vous en parler. Alors, il semble qu'à chaque fois qu'elle est frustrée, le gros orteil se met à enfler. C'est notre conclusion. Ce samedi, partez en vacances avec les Griswold à Las Vegas. À Las Vegas, il n'y a rien à faire? Chevy Chase.
Beverly D'Angelo et Randy Quaid vous en feront voir de toutes les couleurs. Dans cette aventure loufoque aux situations les plus cocasses, vous vivrez le rêve américain façon Chevy Chase en leur compagnie. Et même si certains seront plus chanceux, vous ne manquerez certainement pas d'avoir beaucoup de plaisir en regardant Vacances à Vegas, samedi 18h30 à TQS. Fini les planches à roulettes et les patins à roues alignés. Le scooter Motion Board est arrivé. Motion Board. Design allemand avec châssis en aluminium coulé. Motion Board. Roue géante avec ABEX 5. Il se fait rien de mieux sur deux roues. Motion Board, liberté totale. Plus excitant que le Motion Board? Ben voyons. Motion Board. Motion Board. Attention, ça va planer. Personne ne connaît son identité. Il travaille dans l'ombre. Il pourrait être votre pire cauchemar. Qui es-tu? Qui c'est ce gars-là? Qui es-tu, toi? Hey! Comment tu t'appelles? Il a pour mission de la protéger. Vous êtes en vie, et je vais m'arranger pour que vous le restiez. Il n'a pas l'intention de l'abandonner. Ayez confiance en moi. Arnold Schwarzenegger, Vanessa Williams, préparez-vous pour une bonne dose d'adrénaline avec l'effaceur, samedi 20h30 à TQS. Ça va chauffer chez La Ferté pendant la plus grande vente de poêles et foyers en région. Poêle à bois, combustion lente, capacité de 1000 pieds carrés, 179,95. Poêle au gaz, 28 000 BTU, capacité de 1000 pieds carrés, 1449 $. Jusqu'à samedi chez La Ferté. Pour les fous de fromage, une couche de fromage sur une pizza, c'est pas assez. 2, c'est mieux, et 3, ben c'est le paradis. Pizza Hut présente la nouvelle pizza Fromage en folie. C'est complètement dément. Du mozzarella alléchant, un mélange de 6 variétés de fromage exquis, une couche additionnelle de mozzarella et par-dessus le marché, notre assaisonnement aux fines herbes. Tout ça sur une délicieuse croûte traditionnelle garnie à votre goût. Fou de fromage à vos assiettes. La pizza Fromage en folie est arrivée chez Pizza Hut. Du goût, du choix, sous un même toit. À Québec, le 4 septembre, 1000 chanceux ont eu le privilège d'assister au Blind Date Molson Dry, le show mystère de l'année. Et voici de qui il s'agissait. Avec Foo Fighters au Blind Date Molson Dry, ça a brassé cet été. Ça va chauffer chez La Ferté pendant la plus grande vente de poêles et foyers en région. Poêle à bois classique, combustion lente, capacité de 1600 pieds carrés, 399 $. Poêle à l'huile fonctionnant sans électricité, 795 $. Jusqu'à samedi chez La Ferté. Alors, Yannick, c'est doux. Ce soir, on peut pas se plaindre. Oui, en fait, c'est pas si mal. Et puis, au cours de la nuit, on va avoir droit à une petite nuit où, en fait, 15 degrés avec quelques passages nuageux. Et puis demain, c'est le retour à un ciel plutôt variable. Et puis c'est pas impossible qu'on ait une averse, soit en tout début de journée ou encore en toute fin de journée. Et puis durant cette fameuse journée de vendredi, une alternance de soleil et nuages. Ce sera comme ça pour Montréal, mais également pour l'Outaouais, ainsi que pour les Laurentides. Un dégagement en après-midi pour la Mauricie, les cantons de l'Est. Et puis on prévoit des éclaircies pour l'Abitibi, avec des maximums qui vont aller jusqu'à 26 degrés. Pour ce qui est de Québec, un dégagement, même scénario pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, du temps gris pour la péninsule gaspésienne, puis enfin un beau ciel bleu pour les îles de la Madeleine, maximum qui vont atteindre 21 degrés. Et puis pour Chibougamau, des éclaircies, des averses à 40 % et du temps pluvieux pour le reste des régions, avec des maximums cette fois qui vont aller jusqu'à 17 degrés. Et puis pour les prochains jours, ce sera beau pour tout le week-end, à l'exception de lundi, en fait, aussi loin qu'on peut voir, puisqu'on prévoit un ciel plutôt nuageux avec des averses à 60 %. Voilà, Denis. OK, maintenant la loterie. On va jeter un coup d'œil tout de suite à la quotidienne à 3 chiffres, la combinaison gagnante 1-5-1. À 4 chiffres, 3-7-7-4. Au banco, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 28, 32, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 52, 57, 61 et puis 65. Et à l'extra, 9, 6, 2, 9, 2, 3. Au revoir et à demain. Merci beaucoup, Yannick. Bye-bye. Je rappelle en terminant que l'ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, est malade. Nous avons une équipe de reporters sur place qui va suivre ça au cours des prochaines heures. Demain matin, donc, surveiller sur nos ondes l'évolution des choses.
Gilles Proulx vous en parlera demain midi et Jean-Luc Mongrain à 17h au Grand Journal. Merci d'avoir été là. Demain, 22h. Bye. TQS, le mouton noir de la télé. Salut! On vous invite à être fidèle pour une 6e saison consécutive à TQS Estrie avec Flash. Votre bulletin de nouvelles artistiques et culturelles du lundi au vendredi, 18h. La rentrée n'est pas facile? Heureusement, chez Stratos Pizzeria, les spéciaux ne prennent jamais de congé. Pour la rentrée, achetez une délicieuse pizza avec une frite grand format et obtenez en prime un Pepsi format 2 litres tout à fait gratuitement. Stratos Pizzeria! Partout, près de chez vous. Je vais donner le 110%. Only for Montreal. Oui, Arturo Gatti est maintenant au nombre de nos téléspectateurs assidus et promet de donner son 110% ce vendredi 8 septembre lorsqu'il sera confronté à Joey Hutchinson dans la grande finale de l'événement de boxe particulièrement captivant. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'était présentée la séance de pesée officielle en vue de cette soirée de boxe. On avait retenu surtout les Gatti, Ouellet et Hilton comme étant les points de mire des gens présents. Restez donc des nôtres, nous vous présenterons un reportage sur cette pesée officielle ainsi qu'une entrevue avec le journaliste spécialisé en boxe Daniel Cloutier du Journal de Montréal, sans oublier quelques prédictions d'experts sur l'affrontement Hilton-Ouellet. Mais d'abord, avant de parler gants de boxe, parlons gants de hockey. Michel Villeneuve se joint à nous pour faire le point sur le sprint de négociation entre Théodore et Hull. Il n'y a pas de sprint, il n'y a pas de négociation. Mais voyons, ça se peut pas. Il n'y a pas de négociation, ça commence demain. Mardi, Régent Hull nous avait dit qu'il y a du progrès dans les négociations. José Théodore s'attendait à ce qu'on discute au cours des dernières heures, mais à 10h31 minutes, il y a eu absolument aucune communication aujourd'hui, Paul, entre la direction des Canadiens de Montréal et l'agent de José Théodore, Don Meehan. Donc, ça veut dire qu'à cette heure-ci, nous vous confirmons que José Théodore ne sera pas présent demain à l'ouverture du camp d'entraînement des Canadiens. José Théodore n'est pas un gréviste pour ceux qui nous écoutent. José Théodore n'a pas de contrat avec le Canadien. Et comme le président de l'équipe nous disait il y a quelques jours, un joueur qui n'a pas de contrat ne se présentera pas au camp d'entraînement. Donc, José va continuer de s'entraîner en solitaire et dès dimanche, au retour du Rocket de Montréal dans la métropole, José va s'entraîner avec l'équipe junior de Serge Chavard, celui qui est allé le chercher, qui l'a repêché chez les Olympiques de Hull. Paul, des chiffres. Des chiffres aberrants. Les demandes du groupe Théodore. On a entendu toutes sortes de choses aujourd'hui. Don Meehan, on apprend que José Théodore demande 1,5 million cette année, 1,7 million l'an prochain. L'offre des Canadiens de Montréal, un petit peu moins que 700 000 cette année, 750 000 l'an prochain. Écoute, aujourd'hui, là, on a signé Daenerys Zubrus. 2 ans, 1 million par année. Je vous pose la question, je te pose la question, Paul, je pose la question aux gens qui nous écoutent. Qui a été le plus utile pour le Canadien l'an dernier? José Théodore ou Daniel Zubrus, qui est un bon joueur, qui est un très bon gars? Oui, mais on n'en parle même pas, c'est clair. Écoute, José a des chiffres de numéro 1, mais écoute, je pense que le Canadien s'en tient à la ligne dure que préconise la Ligue nationale dans les négociations de contrat. Regarde, Craig Rivet est retourné à North Bay, lui aussi représenté par Don Meehan. Et rappelle-toi de la déclaration de Pierre Boivin qui a dit « Le Canadien ne sera pas otage de n'importe quel joueur ». Donc, je trouve ça aberrant. Mais là, on veut tenir la ligne dure contre le joueur le plus populaire de l'équipe. Je n'y comprends rien. Je pense qu'à quelque part, Paul, on peut se retrouver en 700 000 puis 1,5 million. Là. Il y a un espace à mi-chemin à 1 million. Surtout 1 million de dollars, José sur la patinoire. Et trompe-toi pas. Le Canadien doit connaître un bon début. Tout son monde doit être là au début de la saison. Et ça veut dire José Théodore. Mais le Canadien le considère comme le numéro 2. Alors qu'il peut donner-lui la chance de déloger le numéro 1. On va voir ce qui va arriver. À suivre. Merci, monsieur. Salut, Paul. Tu sais que les joueurs ont souffert aujourd'hui. José Théodore inclus. C'était la veille du camp d'entraînement. Sans patin ni casque protecteur.
Ils ont été soumis à de durs exercices avant de rendre leur dernier souffle. Dernier souffle de la séance, quand même. Yvan Martineau y était. Les tests annuels d'évaluation physique des joueurs du Canadien. La journée dont on fait tout un tabac et dont on n'entend jamais reparler. Une journée déplaisante pour les joueurs. En bon français, une journée plate. Ah, c'est une journée qu'on aime moins, mais qu'il faut passer en travers. C'est une journée pour évaluer notre condition physique. Puis à chaque année, on le fait qu'on commence à être habitué. Non, t'es mollet, là. Ça a l'air de quoi, là? C'est-tu correct? Hein? J'ai fait bien du bicycle, hein? Oui. C'est par contre l'occasion de montrer au public que même les athlètes choyés par la génétique ou la nature doivent souffrir pour être beaux et forts. Allez, allez. 5 seconds left. Keep going. Keep pushing. Bingo. There you go. Machine. Où est-ce que ça fait mal, surtout? Les jambes? Les jambes, je pense. Le cœur? Est-ce que tu penses que les gens sont conscients des efforts que vous avez faits depuis des années et des années pour en arriver à avoir une telle musculature et une telle force? Très bon. Ça, c'est pas du gras, c'est des muscles qui ont mal, là? Ça, je sais pas c'est quoi, mais ça fait mal en maudit. Je pense que c'est enflé, là. Brûlé, Yvan. Push. Increase resistance again. Vous devrez le faire, vous autres, puis nous autres, on va demander des questions. Ça serait une bonne idée, je pense. Juste une journée. Juste une journée, hein? Aujourd'hui, c'est nous autres qui avons un bel job. Ouais, c'est sûr que je changerais avec vous autres n'importe quand pour aujourd'hui. Quoi qu'il en pense, si les résultats étaient publics plutôt que confidentiels, plusieurs sportifs subiraient ces tests pour le simple plaisir de se comparer avec des professionnels. Yvan Martineau, TQS, à l'Université McGill. Revenons à la boxe. Interbox présentera sa soirée du 8 septembre dans un centre Molson rempli à capacité, ou presque. Car ce jeudi matin, les organisateurs étaient assurés d'accueillir un total de 18 000 personnes pour la soirée et d'autres pourraient gonfler ce total dans les heures précédant le combat d'ouverture. Mais avant l'événement, il fallait voir si les boxeurs allaient faire le poids, ce que notre collègue Éric Lavallée est allé vérifier. La Gatimania a déferlé en fin d'après-midi sur le Casino de Montréal où se tenait la pesée officielle des boxeurs en vue de l'important gala de demain au Centre Molson. Arturo Gatti a trimé dur afin de respecter le poids limite. Il a perdu 6 livres en 4 jours. Et demain, son adversaire Joe Hutchinson n'a qu'à bien se tenir puisque Gatti aura réussi à engraisser de 15 livres en 24 heures. C'est le fun, là. Là, je peux aller manger. Là, demain, on se bat, c'est le fun. Everything's fun, là. Soyez assurés que Gatti, qui livrera un premier combat devant les siens, sera électrisant. Il adore son expérience à Montréal. Ah, mais je vais être nerveux, tu sais, le vendredi soir, quand il faut que j'aille dans le ring. Mais une fois que je suis dedans, ça va être correct. C'est une place que j'aime être. Satisfait de la semaine que tu as passée ici? Ouais, une très belle semaine, puis j'espère que je peux faire ça plusieurs fois. Puis je veux remercier tout le monde que l'accueillance qu'ils m'ont donnée à Montréal. Puis absolument, je vais revenir. J'espère au mois de novembre, si c'est possible. Arturo, tu as été champion du monde. Là, demain, tu boxes devant les tiens. Est-ce qu'on peut comparer les deux en prestation? Oui, c'est absolument pareil. Je me sens comme si je me bats pour le championnat mondial encore. Puis c'est pour ça que ça va être une grande performance pour moi. C'est important. Bien pareil, puis une victoire pour revenir. Puis j'espère gagner un championnat mondial à Montréal. Ce dernier fera assurément vibrer la foule, mais ce sera aussi le cas des 2 demi-finalistes de la soirée. 161,3. 161,3. Le dernier combat avec Ouellet, j'ai super forme ici. Puis la différence, c'est les derniers 2 ans, j'ai donné du gymnase souvent. Avant, c'est donner des brasseries, donner des bars. Ben, maintenant, je suis sérieux, j'ai vu fini Stéphane, mais la fin de Stéphane, puis une journée peut-être boxer pour un championnat. 164,9. 164,9. Stéphane, peux-tu me raconter un peu le genre de journée que tu as vécu? Parce que là, tu avais 5 livres à perdre. Oui, j'avais prévu 4 livres aujourd'hui, un matin, pour l'entraînement. Je suis arrivé avec 5 livres, mais c'était parfait. J'ai fait un petit entraînement ce matin. Je suis arrivé ici, il a fallu que je fasse un petit peu de corde à danser. Juste le nécessaire pour se dérouiller un peu avant un combat. C'est parfait. Mon poids était une livre en bas du poids. C'est comme je l'avais prévu. Stéphane Ouellet tentera de faire oublier son dernier duel face à Dave Hilton. Il était surveillé. Aucune part. Ben, il faut pas. Je serais pas là sinon.
As-tu pensé à ce qui arrive ici? J'ai tellement pensé avant que là, je pense pas. Puis la seule chose que je pense pas, c'est que je sais que je suis capable de m'arranger avec n'importe quelle situation, perdant ou gagnant. Si je perds, je m'organiserai comme je me suis organisé la dernière fois. Je suis capable de faire ma vie quand même. Fait que, tu sais, je vise la victoire, et puis après ça, je m'organiserai sinon. Chose certaine, c'est que la commande ne sera pas facile. Mais Davy sait ce qu'il a à faire et dans la meilleure condition physique de sa vie. Je ne l'ai jamais vu aussi fort, aussi déterminé. Non, on n'a aucune inquiétude. Éric Lavallée, TQS Sport. On a hâte. Stéphane Grondin n'a rien raté de la première ronde de l'Omnium de golf canadien à Glen Abbey. Et décidément, Stéphane, Tiger Woods est le gazon canadien à ne pas inviter au même party. Oui, Tiger a eu toutes sortes d'ennuis à Oakville, comme à Montréal en 1997. Les coups de départ étaient comme ci, comme ça. Son jeu sur les verts était bien en deçà de ses moyens aussi. Mais il a quand même réussi à jouer la normale, c'est-à-dire une ronde de 72. Il avait une mauvaise partie dans le système, il faut croire. Ici, il est sur le vert du troisième, normal droit de 156 verges. Son approche le laisse à une bonne distance et il rate le birdie. Au quatrième tour, vous allez voir, même chose. Il est en place pour l'Oiselet, mais la balle refuse de tomber. Ce fut une ronde d'occasion ratée comme celle-là pour Wood, qui a même flirté avec un +1. Un birdie au 18e l'a sauvé. Le jeune Sergio Garcia a roulé un 67. Lui, il est à 2 coups de la tête. Regardez bien la balle cassée. La cassée et lentement, il se dirige vers la coupe et dans la coupe. El Niño a complété la journée à -5 après ce birdie au quatrième trou. Il était même à -7. Justin Leonard est au plus chaud de la lutte. Il est à -4 après la première ronde. Cet Eagle au 16e trou, il y est sûrement pour quelque chose, directement, ouais. Le gaucher Mike Weir n'a jamais fait la coupure à Glen Abbey. Disons que ça n'a pas très bien commencé encore cette année. Au chalet, il a signé une carte de 74, c'est à +2. Et l'ami Jean-Louis Lamarre, eh bien, il a lui aussi connu une première ronde à oublier. Il a ramené une carte de 78, soit +6 à 13 coups de la tête. Mais le meilleur joueur de la journée, ce fut l'Américain Kevin Sutherland. Oui, Kevin Sutherland, il a roulé un 67. Le champion défendant, Al Sutton, a lui aussi roulé la normale, soit un 72. Après une superbe performance hier contre les Cards, les Expos sont vite revenus à la réalité. Ils ne peuvent pas tous les gagner. Bon, ils ont perdu cet après-midi une défaite de 6-1. Ils ont porté leur dossier à 2 victoires et 5 défaites depuis le début de ce voyage. Et ce match marquait le retour au jeu du jeune lanceur Tony Armas. On a limité sa sortie à 4 manches et un tiers, mais Jim Edmonds a eu le temps de lui souhaiter un bon retour dans les majeurs, un 39e pour Edmonds. Will Clark s'est aussi permis de secouer Armas avant qu'il ne quitte le match en 4e manche. The Thrill, qui a élevé son jeu d'un cran depuis son arrivée à Saint-Louis, a frappé un 9e circuit cette année. Pendant ce temps, le lanceur des Cards tenait en respect l'offensive montréalaise. Darryl Kyle a limité les Expos à 1 point sur 5 coups sûrs en 7 manches de travail. Il a aussi passé 10 Expos dans la mitaine contre un seul but sur balle. Du beau travail, quoi, il n'y a rien à dire contre ça. Seul Jeff Blum a réussi à produire 1 point cet après-midi, son 38e. Demain, les Expos entament une nouvelle série contre les Braves. Et ce sera le jeune gaucher Trey Moore qui sera au monticule. Voilà. Merci Stéphane. Au retour, Daniel Cloutier, journaliste spécialisé en boxe, nous parle de ce qui sera un des gros événements de boxe de l'histoire chez nous, Gary Mania. C'est la grande liquidation GM à 0,9 %. Paul Hood, Michel Richard, Martin Petit, Marc Derry, Maxime Martin, Sylvain Larocque dans un concept de Stéphane Laporte. Toutes ces vedettes et encore plus dans les Gingras Gonzalez du lundi au vendredi 19h à TQS. Fini les planches à roulettes et les patins à roues alignés. Le scooter Motion Board est arrivé. Motion Board. Design allemand avec châssis en aluminium coulé. Motion Board. Roue géante avec ABEX 5. Il se fait rien de mieux sur 2 roues. Motion Board, liberté totale. Plus excitant que le Motion Board? Ben voyons. Motion Board. Motion Board. Attention, ça va planer. Il doit la protéger. Cette envie. Et je vais m'arranger pour que vous le restiez. Arnold Schwarzenegger est l'effaceur. Samedi 20h30 à TQS. Venez-vous-en, ça va à la chasse. Mirador en métal, 99,99. Pour la chasse à l'arc, les flèches Carbon Impact à partir de 10 $ chacune. La chance chasse et pêche, 14,35 King Est à Fleurimont. Bonne chasse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ma voiture de rêve. On met pas ça dans notre salon. Toi, là, tes petits coussins, hein?
T'en mets partout. Au moins, on s'entend sur Bray Martino. Ils nous ont tellement bien conseillés. Comme pour cette mini chaîne Sharp à 179 $ et ce télécouleur 27 pouces stéréo Sharp à 399 $. Achetez maintenant et payez en septembre 2001. Et avec le concours Sachet Surprise, 85 000 $ en prix à gagner. Oh non, pas de la course automobile. Bray Martino pour l'électro. Venez-vous-en, on s'en va à la chasse. Munitions Remington à partir de 17,99 $ la boîte de 20. Télescope Tasco World Class, garantie à vie sans condition, 119,99 $. La chance chasse et pêche à Fleurimont. Bonsoir. Certaines stations service de l'Estrie affichent 83,9 cents le litre. Un désaccord général face à cette nouvelle hausse s'organise dans la région, notamment les élus de la MRC de Sherbrooke se pencheront sur divers scénarios. Et la mort d'une vingtaine d'oiseaux à Windsor sème le doute. La faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe aura à se pencher demain sur ce cas plutôt exceptionnel. Bonne soirée, à demain 17h. Ces manchettes vous ont été présentées par votre résidence Soleil, Manoir Sherbrooke. Parlons de tennis. Serena Williams, battue en quart de finale des internationaux des États-Unis, a déclaré forfait pour le double jeudi en raison d'une inflammation du gros orteil de son pied gauche. Serena et sa sœur Venus, qui sont tenantes du titre au US Open, devaient affronter jeudi en demi-finale du double la paire Cara Black, Elena Nikoshcheva. Les deux joueuses sont propulsées en finale sans jouer et ce gros orteil continue de faire parler. Le Brésilien Gustavo Kuerten se rendra finalement aux Jeux olympiques de Sydney après avoir trouvé un accord entre son parraineur et le comité olympique brésilien. Le double vainqueur de Roland-Garros avait renoncé mercredi à figurer dans l'équipe olympique brésilienne à la suite du refus de son parraineur de permettre au numéro 1 mondial de porter sur son maillot un autre logo que le sien. Le comité brésilien, comme le stipule la charte olympique, interdit aux sportifs, à l'exception des joueurs de soccer et des athlètes, de porter des équipements différents de ceux officiellement choisis par la délégation. Nous parlons maintenant toujours des Jeux olympiques, car les organisateurs des Jeux de Sydney ont été obligés de trouver 600 lits supplémentaires pour des athlètes ayant réussi à se qualifier pour les Jeux. À l'origine, les organisateurs avaient estimé à 10 400 le nombre d'athlètes participant aux Jeux, et beaucoup de sportifs de pays en voie de développement ont réussi à atteindre les minima olympiques. Au hockey, le vétéran Doug Gilmour a changé d'idée. Il ne pense plus prendre sa retraite à la fin de la prochaine saison. En effet, Gilmour, qui a 37 ans, s'est présenté au camp des Sabres en pleine forme et a annoncé qu'il avait encore 2 bonnes saisons dans le corps. Doug Gilmour fera 6 millions cette année et c'est sa dernière année de contrat. Jack Ferreira, lui, s'est joint aux Thrashers d'Atlanta à titre de directeur du personnel hockey. Ferreira, qui a été 9 ans directeur général dans la Ligue nationale, était vice-président des opérations hockey depuis 2 ans avec les Mighty Ducks d'Anaheim. Ferreira demeurera sur la côte du Pacifique, mais sera impliqué dans toutes les décisions hockey que prendra l'organisation. Et rapidement, en terminant, qui a dit que c'était payant de remporter la Coupe Stanley? Les autorités de la Ligue nationale de hockey ont annoncé aujourd'hui que le prochain gagnant du trophée de Lord Stanley héritera automatiquement du 30e et dernier rang lors du repêchage de 2001. Notons également que tous les champions de division devront aussi se contenter d'un choix compris entre le 24e et le 29e rang. C'est la Ligue nationale de hockey. Au cours de la semaine, vous avez entendu des boxeurs et des promoteurs de cette grosse soirée de boxe du vendredi 8 septembre. Maintenant, nous allons écouter les experts sur l'issue du combat Hilton-Ouellette. Mais avant, nous avons posé quelques questions au journaliste le plus spécialisé de notre milieu journalistique en boxe, Daniel Cloutier, du Journal de Montréal. Daniel, une des plus grosses foules à une pesée, mais je pense un des plus gros événements de l'histoire de la boxe à Montréal, sans contredit. Oui, je dirais que c'est un événement spécial. Ça a un petit peu l'envergure d'un Grand Prix ou d'une finale des internationaux de tennis à Montréal. On l'a vu par l'intérêt à l'entraînement, des foules de 1500, 2000 spectateurs. On n'avait même pas vu ça quand Duran et Blanchard sont venus à Montréal. Donc, ça démontre que c'est vraiment un événement spécial. Il est spécial dans le sens aussi où on trouve le moyen, malgré la présence d'un Gatti, renommé international, d'avoir beaucoup d'intérêt et d'engouement pour ce duel à saveur locale, le 3e du nom, Hilton-Ouellette, n'est-ce pas? Il y a encore beaucoup de monde qui pense à ce combat-là et qui a de l'engouement pour ça. Bien, là, ça annonce que le centre Molson va être rempli presque à craquer, si ce n'est pas à craquer. Donc, c'est certain que la venue d'Arturo Gatti a soulevé une passion, mais c'est évident que le 3e affrontement entre Davy et Stéphane a contribué à la vente des billets, parce que
c'est quand même... Arturo se bat pas dans un combat de championnat du monde là, demain soir. Là. Il affronte un gars qui n'est pas classé mondialement. C'est pas un gars qu'on connaît. Donc, je suis certain que le troisième affrontement entre Davy et Stéphane a contribué à la vente des billets. Une parenthèse sur Arturo Gatti. Est-ce qu'on peut avancer une prédiction de ton côté avec ton expérience? Je pense que le fait que l'autre soit un inconnu rend la tâche un peu difficile. Oui, c'est très difficile. Tout ce que je sais, c'est que Hutchison s'est battu 2 fois au réseau ESPN, mais on ne connaît pas ses adversaires. Donc, moi, je ne l'ai jamais vu boxer. C'est impossible de faire une prédiction quand on ne connaît pas un des 2 boxeurs. Mais Arturo, dans la division des mi-moyens, a gagné ses 3 combats très rapidement. Donc, j'ai l'impression qu'il va essayer de faire ça rapidement encore. Les organisateurs, il n'auraient pas été y chercher quelqu'un de trop difficile pour ce show-là, ou je me gourre complètement quand je dis ça? Bien, ça se peut qu'on ait choisi un gars qui avait une belle fiche et qu'on considérait qu'il était fait sur mesure pour Arturo. Mais là, quand Arturo a abandonné son titre mondial des superplumes de l'IBF pour tenter sa chance chez les poids légers, on l'avait opposé à Atlantic City, au vétéran Calvin Grove, et tout le monde disait à Atlantic City, c'est un combat d'un round ou 2 pour Arturo, puis Arturo en avait eu plein son casse. Ça avait duré 7-8 rounds, et puis ça avait été pas mal plus difficile que prévu. Revenons à Hilton et Ouellet. Ils ont fait un poids à la pesée inférieur à la limite et à ce que tu croyais. Quel est ton commentaire d'abord sur le poids des 2 boxeurs avant de faire une prédiction? Bien, je pense que ça témoigne que les 2 se sont préparés avec soin. Aucun des 2 a eu de la difficulté à faire le poids. Donc, Davy est pas mal en bas de 166 livres. Et puis, Stéphane, qui nous paraissait très costaud à l'entraînement, est 1,1 livre en bas de son poids. Donc, je pense que ça témoigne que les 2 se sont préparés pour ce combat-là. Qui va gagner? Bien, je pense que la logique veut que Davy gagne ce combat-là. Il a gagné les 2 premiers et puis Stéphane a très mal paru à ses 4 derniers combats. Donc, on s'est posé des sérieuses questions sur Stéphane suite à sa 2e défaite avec Davy. Et puis, Davy, je pense qu'il va être le même. Donc, le même qu'on a vu au dernier combat avec Stéphane. Donc, je suis obligé de croire qu'il va gagner. Si jamais Hilton Ouellet gagnait, la fierté, tu sais, tout ça, qu'est-ce qui se passerait après? Est-ce que la carrière de Stéphane serait relancée? Est-ce que celle de Davy s'arrêterait? Bien, le groupe Interbox a déjà annoncé que le gagnant du combat Hilton-Ouellet allait affronter le Sud-Africain Tobella qui vient de causer une surprise contre Glenn Catley. Donc, on peut présumer que ça va être le combat à suivre pour le gagnant, que ce soit Stéphane ou Davy. Mais on n'aura pas un Hilton-Ouellet 4 et 5. Moi, j'en doute fort, parce que si, comme je disais, le vainqueur devrait se retrouver contre Tobella, et puis si jamais Ouellet gagnait le combat, lui se retrouverait contre Tobella, puis moi, j'ai l'impression qu'Interbox essaierait de convaincre Davy d'affronter Fatih Missaoui. Donc, moi, je pense pas qu'on va avoir un 4e affrontement entre les 2. Moi, je pense que ça va être le point final. Alors, tu t'amuses comme journaliste spécialiste là-dedans. Je pense que c'est l'effervescence qui rend votre métier si plaisant pour vous, les spécialistes. Bien oui, un gala de boxe comme ça, c'est fascinant. Comme un gala de boxe à Las Vegas avec De La Hoya ou Tyson, c'est toujours fascinant. C'est un événement spécial. Merci beaucoup, Daniel Cloutier. Ça fait plaisir. François Foisy du Journal de Montréal. Hilton ou Ouellet? Hilton. Du côté des photographes maintenant, Hilton ou Ouellet? Ouellet. Ouellet ou Hilton? Ouellet. Moi aussi, également Ouellet. Ouais, Ouellet. Oui, absolument. Claude Brial, Molstar. Hilton ou Ouellet? Mon cœur est avec Stéphane. Pat Caporelli de CFCF. Hilton ou Ouellet? Stéphane Ouellet. Hilton ou Ouellet? Je pense qu'il va y avoir une surprise. Ouellet. D'après moi, Hilton devrait l'emporter. Qu'arriverait-il si un véhicule utilitaire sport grandissait au sein d'une famille de voitures sport? Voici le Mazda Tribute 200 chevaux. Le véhicule utilitaire sport avec un cœur de voiture sport. Victor Bellic veut que je meure avant jeudi. Je
cherche peut-être à le tuer. Pamela Henderson et son équipe de garde du corps dans le feu de l'action. Vendredi 19h30. VIP, vendredi, en TQS. Elle est passée par ici. Je m'appelle Xena. Attrapez-la! La princesse est derrière Xena. Vendredi 20h30 à TQS. Moins $200 pour un équipement de hockey junior chez Sport Wellington. Qui dit mieux? Sac, culottes, épaulières, jambières, coudes, gants, accessoires, tout ça pour $99,95. Pour le hockey, c'est Sport Wellington, 3333 King West à Sherbrooke. L'objectif de la fondation de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, c'est la qualité des soins. Maman a retrouvé une autre famille. Ici, c'est du personnel qui est humain. Elle a su mettre des petites fleurs où est-ce qu'elle n'avait pas. C'est d'offrir un milieu de vie adapté aux besoins des bénéficiaires. Si tu vois que le personnel s'implique, toi tu t'impliques, tout le monde s'implique, tu te réadaptes mieux. Tu n'as pas besoin de te mettre ami avec personne, ils sont tous amis avec toi. Votre don, un rayon de soleil pour nos aînés. Soyez généreux. Au hockey, les champions s'équipent chez Sport Wellington. Venez voir les nouveautés. La série 1052 de CCM. Les coudes, jambières, épaulières, bâtons et les célèbres CCM Tax. Une nouvelle technologie révolutionnaire chez le numéro 1, Sport Wellington. Allez, tout le monde ensemble! Bonjour Toto! Bonjour Toto! Bonjour Toto! Bonjour Toto! Ok, ça suffit. C'est assez. Vous ne l'aimez pas? Ne payez pas pour lui. Bonjour Toto! Avec les forfaits Bell Express Vue, prenez le contrôle de la télé. Avec la formation à distance de la commission scolaire de la Riveraine, vous pouvez obtenir votre diplôme d'études secondaires ou suivre les cours préalables à vos études collégiales en étudiant chez vous, à votre rythme, au moment qui vous convient et sans contrainte d'horaire ou de transport. Tout au long de votre cours, un professeur vous donne tout le support nécessaire pour réussir. Pour étudier sans vous déplacer et obtenir un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation, choisissez la formation à distance de la commission scolaire de la Riveraine. Aux internationaux de tennis des États-Unis, on revient avec Stéphane. Les hommes retiennent l'attention, Stéphane. Exactement. Les deux derniers quarts de finale sont au programme aujourd'hui et aucun doute, le jeune russe Marat Safin est en train de s'infiltrer lentement mais sûrement parmi les meilleurs joueurs au monde. Le jeune espoir russe dont le service dévastateur frise régulièrement les 200 km/h a défait le 14e favori, l'Allemand Nicolas Kiefer, en 4 manches. Du haut de ses 6 pieds 4 pouces, Safin, qui n'a que 20 ans, fait preuve de beaucoup de caractère, notamment en comblant un écart au 3e set pour finalement remporter la manche 7-6. Malgré la forte opposition de son adversaire, Safin est revenu encore plus fort au 4e set pour finalement mériter sa toute première présence en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Il l'emporte 7-5, 4-6, 7-6 et 6-3. Et en soirée, devant les acteurs Dreyfus, Baldwin, Richard Deprénon et Alec pour l'autre, le vétéran Todd Martin avait encore du jus. Après son marathon de 4h30 minutes, il avait encore assez d'énergie pour défaire Thomas Johansson en 4 manches de 6-4, 6-4. 3-6 et 7-5. Et dans les autres parties au programme, eh bien, Araxa Sanchez-Vicario et Jared Palmer ont remporté la finale du double mix. Ils ont défait la Russe Anna Kournikova et son partenaire, le Biélorusse Max Smirny, en 2 manches de 6-4 et 6-3. Écoutez, un scénario qui s'est produit à quelques reprises dans ce match, ce sont que les raquettes se sont croisées à plusieurs occasions entre Sanchez-Vicario et Jared Palmer, mais ils l'ont quand même emporté en 2 manches. Et rapidement, je vous mentionne que la 5e tête de série féminine chez les juniors, Marie-Ève Pelletier, a accédé au quart de finale en défaisant Edina Galovic. Là-dessus, on retourne la parole à Paul. Merci, mon cher Stéphane. Eh bien, nous en sommes à la 9e émission de 110 cette année, mais 4 d'entre elles se seront terminées avec des athlètes nus. Vous allez voir Sarah Renner, de l'équipe canadienne de ski de fond. Le Journal de Montréal a récupéré cette photo faisant partie du calendrier publié par ce groupe d'athlètes. La démarche des filles rappelle celle de l'équipe nationale de soccer de l'Australie il y a quelques mois. Le but est d'aider l'équipe à payer ses dépenses d'entraînement. Le calendrier se vend à 30 $. Les gens pourront le commander sur le site internet www.nordicnudes.com et vous pouvez avoir un aperçu de quelques clichés. Au revoir, demain.
cet homme peut résister au pire des chocs. Personne, non personne ne peut en encaisser autant que Chris Farley. Même pas cette femme. Dieu du ciel, pourquoi ça arrive toujours à moi? Un film qui a du punch. On voit que le ridicule ne tue pas du tout. Le Mouton Noir avec Chris Farley, dimanche exceptionnellement à 18h. TQS, le Mouton Noir. De la télé. Je suis sûr qu'on va perdre, Carl. Je ne peux pas finir ma vie en prison. Comment comptez-vous plaider? Non coupable, monsieur. Non coupable, ce dimanche 21h à TQS.